nouveau site, c'est le prolongement de l'ancien. Pourquoi le prolongement de l'ancien? Parce que vous savez très bien que l'informatique, grosso modo, a commencé en 1980 pour la micro-informatique, celle qui était accessible à tout le monde. 1980, ça fait à peu près 40 ans. Notre site existe depuis 2005, ce qui fait déjà 18 ans. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'informatique, c'est un site qui était déjà très vieux. Entre-temps, les langages ont énormément évolué. Tous les pratiquement 2, 3, 6 mois, il y a des petites évolutions dans le langage qui font qu'on est obligé de mettre à jour le site. Alors, ça ne joue que sur l'aspect technique derrière. C'est pour ça que ces évolutions, depuis le début, vous n'en êtes jamais aperçues. Mais il faut bien se dire qu'il y a eu des évolutions en permanence. Et là, on arrivait à un niveau où le système que j'utilisais n'était plus compatible avec les langages actuels. Donc, il fallait obligatoirement que je le refasse ou que je l'adapte de manière très, très profonde au langage actuel. En particulier, on sait très bien qu'actuellement sur un site internet, il y a plus de la moitié des consultations qui se font sur smartphone. Or, l'ancienne formule n'était pas adaptée à la consultation sur téléphone. Je me doute que quand vous travaillez sur ExpoAct, vous le faites quand même plutôt sur un ordinateur. L'écran d'un smartphone n'est pas trop adapté. Mais les sites actuellement sont consultés essentiellement avec des téléphones. Donc, nouvelle particularité, c'est que le site s'adapte automatiquement à la largeur de l'écran. C'est pour ça que là, il a cette forme qui n'est pas la forme que vous avez certainement chez lui. Si vous le regardez sur... tu es sur Firefox ou sur... Non. Si vous le regardez sur un smartphone, vous verrez que la présentation est encore très différente. Mais avant, sur un smartphone, c'était le site tel que vous le voyez sur l'ordinateur, mais complètement serré. Tandis que maintenant, il est lisible partout. Donc, ces modifications ont entraîné quelques modifications d'apparence. Mais derrière le nouveau site, c'est exactement l'ancien qui s'y retrouve. Alors, exactement, peut-être le terme est un peu fort. Voilà, mais là, de là, ils ne verront pas grand-chose. Vous verrez la différence presque bleue, et quand je tourne, il y a la partie de gauche qui apparaît. Alors, quand je dis exactement comme avant, avec Patrick, on a fait un petit peu de nettoyage. Parce que les éléments d'actualité de 2005, 2006, 2010, c'était peut-être plus nécessaire de les garder sur le site. Donc, on a enlevé... Bon, disons qu'il devait y avoir à peu près 1500 articles, on est revenu vers 900 ou quelque chose comme ça. On a fait quand même pas mal de vide. Quand on annonce le cercle participe à tel forum ou autre, bon, 10 ans après, c'est pas nécessaire de le garder. Donc on a donné un bon coup de balai. Qu'est-ce qu'il y a comme élément important? J'ai essayé de rendre l'accès à ExpoAct et à Browser beaucoup plus évident. Donc vous avez deux boutons sur la gauche quand vous regardez votre écran. Vous avez l'accès direct à la base de données et l'accès direct aux archives. Étant donné que ça fait partie quand même des éléments que vous consultez le plus fréquemment. Ensuite, comme dans l'autre, mais la présentation est complètement changée, vous avez les derniers articles qui ont été écrits avec le dernier qui est tout à fait en bleu en haut et les autres 10 derniers qui sont dans des petits carrés en dessous. À part la présentation, le mécanisme est le même. Quand vous cliquez sur ce carré, il apparaît tout à fait en haut et après vous pouvez aller le voir plus en détail. Voilà, pour ce qui est du site, j'allais dire, il faut pas avoir peur. Alors, une remarque
je me suis fait un petit peu piéger, ou je vous ai piégé involontairement, c'est que tout à fait en haut, comment tout à fait en haut, à l'endroit où il y a le F de Facebook, j'avais mis un raccourci pour se connecter. Et beaucoup d'entre vous ont confondu le fait de se connecter là avec le fait de se connecter à ExpoAct ou à Browser. Se connecter qui était, c'était uniquement pour les gens qui veulent écrire un article, qui veulent rentrer dans la partie privée du site, la partie où on manipule le site. Donc je l'ai enlevé d'en haut pour le mettre tout à fait en bas, comme ça c'est les gens qui en ont besoin descendent le chercher en bas. Voilà, donc pas de connexion pour ExpoAct, vous pouvez y aller directement. Par contre, dès que vous voulez faire une recherche un petit peu, on va vous demander votre code. Mais on vous le demande dans ExpoAct, on ne vous le demande pas avant. Pareillement, si vous voulez aller dans le forum, on vous demandera votre code si vous voulez écrire. Le forum est ouvert à tout le monde peut lire dans le forum. Par contre, pour donner une réponse, il faut s'inscrire. Nous, on s'inscrit soi-même pour le forum. Il n'y a pas besoin de demander un code. Vous vous inscrivez, vous choisissez votre code à vous, et après vous le renouvelez, vous pourrez toujours vous reconnecter pour l'écrire. Mais pour simplement consulter le forum, il n'y a pas besoin de code. Tout le monde peut voir les questions et les réponses qui sont sur le forum. C'est simplement quand on veut écrire, quand on veut répondre ou poser une question. C'est normal. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce site? La case recherche. Il y a quelques éléments qui sont plus commodes, par exemple, pour marquer les événements à venir, où on peut le marquer plus facilement, mais ça c'est pour les gens qui l'administrent. Le rectangle recherche. Voilà, mais il existait avant, mais il était dans la colonne de gauche plus bas. Là, il est plus en évidence. Donc, la recherche, ce n'est pas la recherche sur Internet, hein, c'est la recherche sur le site. Parce que vous avez beaucoup de sites qui ont un bouton recherche qui va directement sur Google. Non, là, on va en recherche. Si vous voulez rechercher, par exemple, Belmont, si vous mettez Belmont, vous aurez tous les articles qui contiennent le mot Belmont dans la recherche, dans le site. Articles, vous aurez deux zones, vous aurez les articles qui parlent de Belmont et vous aurez les commentaires qui ont le mot Belmont. Une question. Bonjour. Je voulais juste savoir votre CMS sur quel système d'exploitation vous l'avez fait et vous êtes hébergé chez qui. Alors, je fais là c'est une question plus technique. Disons que j'utilise comme CMS SPIP, qui est le même CMS que j'utilisais précédemment, et comme skin, comme squelette, j'utilise comment il s'appelle, Escal, qui est un squelette fait par l'université de Lyon. Et avant, j'utilisais un autre squelette, Sarkaspi, qui est moins suivi, je dirais, en termes de maintenance que Escal. Escal, il y a toute une équipe à Lyon qui fait que lorsque j'ai créé le site, j'ai eu quelques petites difficultés. Dans les 10 minutes, j'avais une réponse quand je posais une question. Et c'est un site qui offre énormément de possibilités d'aménagement. Je suis resté à Skip parce que je sais le manipuler, je connais le fonctionnement depuis 15 ans. Le squelette, il y a une très bonne documentation, il y a je serais assez pour ce squelette, quoi. Il y a vraiment une différence par rapport à celui que j'utilisais avant. Et l'hébergement? L'hébergement, je suis chez iSoft. Si ça vous dit quelque chose. Voilà. Alors, une autre question indépendante du site, c'est la question qu'a posée Patrick tout à l'heure par rapport aux mails
aux difficultés qu'on pouvait avoir au mail. En fait, cette difficulté est liée à l'invasion d'Internet par les spams. Il y a plus de messages des spams. Vous savez ce que c'est, les spams? C'est des messages publicitaires non désirés. Et il n'y a plus de messages de spam qui circulent que de messages valables. Et les fournisseurs d'accès, les gens chez qui on s'abonne, Orange, Free, etc., mettent en place des systèmes de protection pour essayer d'éliminer ces spams. Alors, première chose qui fait que si on veut pouvoir chaque fois qu'on envoie des messages en grand nombre, ce qui est le cas de notre lettre, les fournisseurs se posent la question, est-ce que c'est pas le spam? Avant même de regarder autre chose. Donc ils vont regarder à l'intérieur du message s'il y a beaucoup de liens vers un côté ou vers l'autre, et ils vont surtout vérifier qu'on ait certains codes qui authentifient l'expéditeur. Alors on a des codes qui représentent 4-5 lignes de chiffres et de lettres qui nous permettent de répondre à leurs questions. Et la difficulté que nous avons avec Gmail, c'est certainement ceux qui sont le plus pointus pour dire de lutter contre les spams. Ils considèrent que ce qu'on envoie, quand on répond à un courrier à partir du cercle, qui part avec la même adresse que le mail qu'on vous envoie tous les mois, ils considèrent que ce n'est pas la même maison. Et il faut que je trouve le système, je ne sais pas trop comment, j'espère que j'y arriverai, pour dire qu'à Gmail, c'est bien nous qu'on l'envoie. Sinon, une remarque importante, quelles que soient les lettres auxquelles vous êtes abonné, celle du cercle qui parle le 18 du mois, ou si vous en avez d'autres, mettez toujours l'expéditeur dans votre carnet d'adresse. Parce que si l'expéditeur n'est pas dans votre carnet d'adresse, très souvent, il sera catalogué dans les spams. Même s'il est dans le carnet d'adresse, il peut des fois être catalogué dans les spams. Il y a une guerre tellement contre les spams qu'il faut vraiment faire attention. Dans votre boîte aux lettres, vérifiez toujours le dossier spam. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sur Gmail, oui. À combien estimez-vous le pourcentage de gens qui opèrent sur Gmail? À mon avis, il y a au moins 50%. Donc, non, 50% je ne pense pas, mais c'est quand même un des gros... mais ça nous arrive, il ne faut pas généraliser. Les lettres mensuelles qui partent sur Gmail, normalement arrivent. J'ai 1 ou 2 refus de temps en temps quand on répond à des courriers à partir du cercle. Donc ça n'arrive pas. Très souvent quand je reçois le courrier, le refus, je le fais partir avec mon adresse personnelle. Oui, mais... 10% des adhérents. Chez nous, 10% des adhérents sur Gmail. Non, parce que pratiquement tous les fournisseurs d'accès fournissent leur propre boîte aux lettres, que ce soit Free, que ce soit Orange, que ce soit... Ce qui fait que Gmail, c'est Google qui n'est pas directement un fournisseur d'accès. Donc il y en a quand même moins que... Je recrue qu'il y en avait un peu plus, tu vois. Voilà, d'autres questions? Oui? Tout à l'heure, Frédéric a dit qu'il utilisait Firefox. Je voulais signaler que je me suis aperçu que les archives départementales, si on y va avec Google, on arrive jusqu'au registre. Et au moment où on veut voir l'image, on ne peut pas y accéder. Avec Firefox? Non, avec Google. Chrome. Avec Chrome. Et si on passe par Firefox, il n'y a pas de problème. Non. Ça me paraît assez surprenant. J'ai utilisé les archives de l'année. Je ne suis pas arrivée à l'image que je voulais. Et je me suis aperçue qu'en faisant par Firefox, j'y arrivais. C'est possible. Là, ça me paraît surprenant. Par contre, ce que
voyez une image sur votre écran, ce n'est pas celle qui est faite qui a été programmée. L'image que vous programmez, c'est une image technique, je dirais, et c'est chaque explorateur qui va calculer l'image qu'il doit afficher. C'est pour cela que dans de tout petits détails, vous avez une différence entre Firefox, entre Google, entre Edge, etc. Chacun interprète l'image de manière très, très légèrement différente. Et moi, je ne saurais que vous conseiller Firefox parce que c'est quand même celui qui paraît le plus compatible avec tous les sites. Voilà. D'autres questions? Par contre, n'hésitez pas à proposer des articles. C'est pas qu'on en manque, mais plus il y a de monde qui participera, mieux ça sera. Alors, je ne vous demande pas systématiquement de mettre l'article directement sur le site, mais vous l'envoyez à Monsieur le Président qui ne demandera pas mieux de le lui mettre, ou vous me l'envoyez, ce n'est pas un problème. Merci, Christian. Merci bien. Alors, maintenant, on va passer à l'opération Tous Cousins. Vous cherchez des cousins, nous cherchons nos cousins, les cousins sont ici. Alors, on va faire comme l'école. Françoise Mondi, ce matin, vous avez rempli, ce qu'on a voulu, un petit papier. Donc, Françoise Mondi va vous appeler un par un pour que vous vous leviez, pour que chacun voie quelle famille vous étudiez, quel ancêtre vous cherchez, quel lieu vous désirez avoir. Donc, la parole est à Françoise. Bonjour à vous, ceux que j'ai vu ce matin et ceux que j'ai pas vu. Je crois que la généalogie, l'intérêt, c'est de savoir d'où on vient, mais aussi l'intérêt, c'est de faire des rencontres. Et peut-être lors de ces journées, ceux qui sont habitués de la région se connaissent la plupart du temps, mais il y en a qui viennent de très loin, notamment c'est le cas. Et on est toujours content de trouver des gens qui cherchent sur les mêmes familles ou trouver une aide particulièrement. Donc, Nadine Moranda cherche sur la famille Saleh de Sépac au château. Nadine, Nadine est là par contre les élévations. Elle s'affiche pour être sûre de trouver. Monsieur Ozan, le président, cherche sur la famille Calvérac de Noisson. Bernard Sauveplane. Tu cherches sur la famille Malavial de Martrin et la famille d'A. Voilà, de la Val-Roquesserrière. Donc je m'excuse pour si je prononce mal votre nom. Françoise Gobert a une demande spécifique. Elle cherche quelqu'un qui pourrait l'aider pour faire des recherches sur les réfugiés espagnols. Donc quelqu'un qui aurait déjà cherché ses ancêtres en Espagne et qui pourrait l'aider. Voilà. Madame Gobert, peut-être. Voilà. Okay. Elian Guillot cherche sur les familles Roux de Belmont-sur-Rance et particulièrement sur le village du Roucamba. Elian Guillot. Lève-toi d'un petit peu, regarde. Voilà. Madame Menras cherche sur les familles Menras de Belmont, Monès et sur la famille Barbe. Alors là, je crois qu'il y avait des gens qui cherchaient aussi Madame Prieux. Vous auriez un contact avec la... Voilà. Alors pour les Menras, pour ceux qui n'ont pas encore acheté le livre, il y a une généalogie de 26 pages sur les Menras, qui sont tous originaires de Belmont, même si après ils ont essayé un peu partout. On se demandait, Félix se demandait si c'était pas quelqu'un qui est venu à Belmont et une déformation du nom, parce que franchement on ne trouve qu'ici. Bon, il y a une piste éventuellement en Lozère, quelqu'un qui aurait un nom un peu approchant, qui serait venu à Belmont, et pour le reste, je ne sais pas le nom. C'est à voir avec lui. Excusez-moi, Françoise.
Non, tu as tout à fait raison, information très intéressante de M. le Président. Alors, M. Audois, Christian, j'espère que je prononce bien le nom. Ça, c'est bien. Voilà. On s'était d'ailleurs rencontrés à Cour-de-Bourg. Voilà. Qui se lève qu'on le voit. Voilà. Voilà. J'espère que je retrouverai l'année prochaine à Roquefort-les-Pins. Joli village à côté de Grasse, sur la Côte d'Azur. Donc vous cherchez sur la famille Boussagol de Vic, qui est un hameau de Belmont. Voilà. Alors c'est dans le livre aussi. Oui, c'est dans le livre. Voilà. Mais peut-être que vous pouvez rencontrer des gens de visu, c'est plus intéressant. Madame Prieux, donc à nouveau. Alors vous cherchez sur la famille Prieux, sur les familles Miel et Barbe, à nouveau de Mounette. Voilà. Donc là, on est aussi dans la région. Michel, Manivelle. Manivelle, pardon. Et ici le B. Bon, j'ai regardé mon compte. Donc, je cherche sur la famille avec le même patronyme, à Mounès, et sur la famille Gavalda de Belmont. Il y a beaucoup de demandes cette année. Aujourd'hui, parce que demain, on aura d'autres possibilités aussi. Madame Thomas, vous cherchez sur les Boutariques, Bayeul, Deltor, Vidal, à Méran. Et vous avez une demande aussi plus spécifique. Est-ce que quelqu'un saurait où Angélique Marie Balthazar, qui est née en 1806 à Gramont, elle est partie ensuite dans l'Hérault, et où est-elle décédée? Est-ce que quelqu'un aurait trouvé cette information? Dans l'Hérault, donc quelqu'un qui était né à Gramont en 1806, Madame Balthazar Angélique. Parfois, alors moi aussi je cherche le décès de mon arrière-grand-mère, Jean-Marie Victoire, qui est né à Canet-Salars, et je cherche la date de son décès. Jean, c'est le patronyme, oui, parce que son grand-père était un enfant de l'office de Rodez. Voilà, et elle a vécu, elle s'est mariée à Canet-Salars, et après, mon arrière-grand-père est mort en 1907. Je pense qu'elle est là. Je ne l'ai pas trouvée sur les tables de Canet, où elle était partie chez ses enfants, où c'est très compliqué. Enfin, voilà. Madame Gaëlle Tufou. Donc vous cherchez, vous, sur les familles Tufou et Vigourou, dans le sud d'Aveyron, et dans un périmètre assez large entre Belmont jusqu'à Compeille. C'est ça? Monsieur Jacques Desgranges. Vous cherchez sur Pierre, vous faites chercher un mariage, si j'ai bien compris, Pierre Carrez, c'est ça? Avec une Françoise Calmès. Ils se sont mariés à Saint-Félix-sur-Sorgue, de Sorgue, c'est ça? Et vous cherchez sur Guillaume Galtier, marié avec Marianne à Saint-Félix-sur-Sorgue. Donc, voilà. Madame Demas, vous cherchez sur la famille Sainte à Castelnau-Péguerolles.